Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Nous voici au début de 2026, après une année 2025 qui aura laissé des traces chez les indépendants et chez les PME. Juste avant les fêtes, le gouvernement fédéral a adopté un plan PME, un plan présenté comme une réponse aux difficultés des indépendants et des petites entreprises. On en parle aujourd'hui avec Pierre-Frédéric Nist, président d'UCM, l'Union des classes moyennes. Pierre-Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors pour les indépendants et les PME, l'année 2025 aura été marquée par une présence de l'Arizona, une déclaration gouvernementale dans laquelle le mot PME apparaît très souvent. Oui, tout à fait. Donc ça commence très tôt. Souvenez-vous, en janvier 2025, on a un gouvernement qui est formé, qui prend le nom d'Arizona, et on a une déclaration gouvernementale qui satisfait les indépendants et les PME. Pourquoi est-ce qu'on est satisfait ? D'abord, les indépendants sont cités 57 fois. Franchement, c'est important. On a un peu l'impression que certains partis au gouvernement, et la NVA notamment, découvrent qu'en Belgique, il n'y a pas que des grandes entreprises, il n'y a pas que des PME, il y a des indépendants aussi. Donc c'est un message qui est très positif. Et des partenaires sociaux, vous savez qu'UCM participe à la concertation sociale à tous les niveaux de pouvoir. Au sommet, c'est le groupe des 10. Eh bien, ces partenaires sociaux, ils sont cités également 41 fois. C'est important, sachant que, vous savez, la concertation sociale, elle fonctionne, elle a le mérite de traverser le temps, mais elle est souvent critiquée. Donc, avoir un gouvernement avec des partis, notamment partis nationalistes, il faut être très clair, oui, qui parce que ont critiqué par le passé la concertation sociale fédérale, avoir 41 fois les mots partenaires sociaux cités, c'est de bon augure, on va dire. Et donc, pour nous, on a salué cet accord du gouvernement en disant c'est un pas dans la bonne direction, un peu comme on l'avait déjà dit au niveau de la région wallonne, puisque il y avait ce tandem Les Engagés et le MR qui apportait des solutions au monde de l'entreprise, et ça, on l'avait salué aussi. Donc, on est dans une forme de continuité en cette période de janvier 2025. Oui, avec évidemment cette déclaration gouvernementale qui a été suivie par des mises en œuvre petit à petit, avec un accord d'été, un accord sur le budget. Oui, vous avez eu l'impression d'avoir été un peu oublié, en tout cas dans la mise en œuvre au tout début. Alors, oui et non. En fait, vous savez, nous, je vais utiliser une formule un peu prétentieuse. Nous préparons l'accord du gouvernement depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'au moment, avant les élections, nous avons élaboré un mémorandum. Ce mémorandum, c'était le fruit d'un travail, d'une écoute des indépendants et des PME de Wallonie et de Bruxelles, et on avait collationné tout ça dans un document qu'on avait déposé sur tous les bureaux des partis. Et force est de constater, nous avons retrouvé beaucoup d'éléments de notre mémorandum dans l'accord de gouvernement. Donc on n'a pas été oublié, on a été très contents. Par contre, dans l'évolution de l'année 2025, on s'est demandé à certains moments si on n'était pas oublié. Pourquoi ? Parce que, vous savez, une PME, ce n'est pas une grande entreprise en modèle réduit. Vous ne pouvez pas prendre des dispositions légales des grandes entreprises et simplement les adapter aux PME, ce n'est pas possible. Il faut des particularités. Il faut des dérogations, il faut des exceptions. Et nous les avions revendiquées et nous les avions obtenues dans l'accord de l'Arizona. Mais au cours de l'année 2025, on a eu l'impression que parfois, ces dérogations, on n'en parlait plus. Et donc, on a chaque fois dû batailler pour dire « Coucou, n'oubliez pas nos dérogations ». Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits puisque là où c'est très difficile, je pense notamment au salaire garanti, il y a des dérogations pour les PME de moins de 50. Et c'est important. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est notre ADN. Et donc là, on a dû se battre et remettre sur la table du gouvernement, rappeler que nous voulions ces dérogations qui sont, ce ne sont pas des caprices, ce sont de véritables exigences parce que c'est vital pour nos entreprises. Je prends un autre sujet qui maintenant a été finalisé, qui est la période d'essai. Vous savez qu'en 2014, on a supprimé la période d'essai. Au moment de la fusion des statuts ouvriers-employés. Voilà, mais contre l'accord ou contre
toute attente d'abord est contre l'accord des organisations patronales. Certaines ont dit, bon, tant pis, même pas peur, même pas mal, l'intérim peut jouer le jeu de la période d'essai. Ou des petits contrats à durée déterminée. Voilà, et en fait, nous sommes vraiment embêtés. Aujourd'hui, avec la suppression des allocations de chômage à vie, on nous dit, les employeurs, vous devez faire votre job, vous devez engager. Je veux bien, on a des employeurs qui sont disposés. Mais engager, ça veut dire prendre des risques. Et quand on prend des risques, il faut pouvoir mesurer cela. Et le retour d'une période d'essai, qui est la possibilité pour le travailleur aussi, mais pour l'employeur de mettre fin à un contrat en disant « on a essayé, mais ça ne va pas, autant arrêter tout de suite », c'est important pour l'employeur, mais pour le travailleur. Je ne me retrouve pas dans cette société, je veux m'en aller et je veux préserver mes droits. Et donc ça, c'est important. Et là, on s'est battu et effectivement, cette période d'essai revient. Alors, elle n'est pas parfaite parce qu'on a joué juste sur les délais. C'est 7 jours de préavis dans les 6 premiers mois. Nous voulions plus. Nous voulions aussi la possibilité de mettre un terme au contrat en 3 mots. En mettant contrat non concluant ou essai non concluant. C'est important, cette absence de motivation, parce que si vous licenciez quelqu'un, vous mettez fin au contrat et que l'ONEM conteste la motivation, c'est pas ça le principe d'une période d'essai. Et donc, avant, en 2014, il y avait cette possibilité. Ici, on va vers une réintroduction qui n'est pas totale, mais c'est quand même mieux que rien, bien entendu. Et c'est un élément qui peut être favorable dans le cadre de la remise à l'emploi des malades de longue durée ou des chômeurs de longue durée. 2 mesures importantes de l'Arizona qu'il va falloir préparer et mettre en œuvre en 2026. Vous avez tout à fait raison. Un mot d'abord sur les allocations de chômage. On le savait, ça a été annoncé dès l'accord du gouvernement et je saluerai toujours le fait qu'un gouvernement réalise ce qu'il a annoncé. Je crois que c'est quand même important. Et donc c'est une surprise pour personne. Bien sûr, c'est discutable sur la mise en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on ne décrète pas du jour au lendemain en disant vous n'avez plus vos allocations de chômage, que vous allez retrouver du travail, bien entendu. Et donc, on a peut-être un peu tempéré ça. On a dit, tiens, on va interroger les entreprises, les employeurs, c'est quoi vos besoins de main-d'œuvre ? En région Wallonne, il y a eu cette enquête besoin de main-d'œuvre. 80 000 entreprises qui ont été interrogées, il y a eu plus de 10 000 réponses, c'est important. Avant, vous aviez un sondage, puisque c'était dans le cadre de la confection des listes des métiers en tension ou des métiers en pénurie. On fait la même chose à Bruxelles, bien évidemment. Et vous aviez ces questions qui étaient posées, notamment chez UCM. Ici, le Forum s'adresse directement aux entreprises. Quels sont vos besoins de main-d'œuvre ? Si les entreprises disent nous, on ne va pas engager, c'est une information qui est importante. Si elles nous disent on va engager et voilà les profils que l'on recherche et voilà ce que l'on peut offrir, et on peut aller très très loin, puisque enfin on va connaître aussi les besoins par commune, puisque les codes postaux interviennent dans le débat, et c'est important. Ça veut dire que, bien sûr, on va engager, je crois que les entrepreneurs sont très clairs. Voilà, est-ce que les entrepreneurs sont prêts à engager des personnes qui n'ont plus travaillé depuis parfois longtemps ? Alors, votre question est un peu... Elle est très précise, mais elle comporte plusieurs réponses. On va décortiquer ça. Est-ce que les entrepreneurs sont prêts à engager ? Oui, sur le principe. Nous souhaitons et nous accompagnons des entreprises pour qu'elles puissent grandir. C'est notre objectif. Je vous rappelle que la PME wallonne est un peu en dessous de la PME flamande. Ça doit s'arrêter, ça. On doit pouvoir avoir le même niveau, le même nombre de travailleurs, ou en tout cas s'en approcher. Je pense que ça, c'est important. Mais ce n'est pas engagé pour le plaisir d'engager. On engage parce qu'on en a besoin. On engage en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, si nous trouvons des gens qui sont formés techniquement et surtout, et c'est sans doute là le plus difficile, avec ceux qui n'ont plus travaillé depuis plusieurs années, des gens qui sont motivés et qui ont ce qu'on appelle les soft skills, et c'est là que c'est compliqué aujourd'hui, mais si nous trouvons ces gens, effectivement, là, nous pourrons jouer notre rôle à plein. C'est pas garanti.
ça ne va pas se faire en une fois. On va sans doute passer par de l'intérim, on va sans doute passer par des périodes d'essai, on va sans doute passer par des CDD, mais en tout cas, c'est un premier pas dans la bonne direction. Si on veut atteindre les taux d'emploi qui sont souhaités par tous les gouvernements et qui sont même souhaités au niveau européen, je pense que c'est important. Si on veut atteindre cela, fondamentalement, il faut aider les employeurs et il faut que la mayonnaise prenne, passez-moi l'expression, entre un employeur et un travailleur. Il faut de la confiance, il faut du respect et il faut aussi que les travailleurs, les nouveaux travailleurs, les anciens chômeurs soient dans cette mouvance et qu'ils aient confiance et qu'ils puissent travailler. Donc, il y a cet effort collectif, en fait. On est prêt à le faire, mais on est réaliste, pas à n'importe quel prix non plus. On aura besoin d'aide à l'engagement, d'aide à l'embauche. Il y a des mesures au niveau fédéral, les plans plus, ce qu'on appelait le zéro cotisation patronale à vie. Il est toujours là, il était raboté, mais il est toujours illimité. Et il va s'appliquer aussi en partie au 2e, 3e, 4e, voilà, 5e il s'applique emploi. toujours 2e, 3e, et puis il est étendu, ce qui est une bonne chose, jusqu'au 5e, c'est important. Ce qui va permettre aux PME de grandir un peu comme en Flandre. Voilà, exactement. À l'indépendant, d'abord de devenir employeur, d'endosser le costume d'employeur. Quand vous êtes indépendant, vous travaillez seul, c'est déjà pas facile. Et si à un moment vous dites, en discutant avec d'autres, votre secrétaire social, votre comptable, vous dites « Ok, cette fois-ci, j'ai la taille pour grandir, pour engager mon premier travailleur », je vous assure que c'est une étape dans la carrière d'un indépendant. Et puis après, ça sera le 2e, le 3e, et on souhaite effectivement que ça continue. Ça veut dire que nos employeurs indépendants qui travaillent seuls et qui vont devenir employeurs, mais nos employeurs aussi ont besoin d'aide pour pouvoir jouer leur rôle, en tout cas le rôle qu'on veut leur faire jouer et qu'ils sont prêts à faire si ils sont effectivement accompagnés. Oui, en tant que UCM, vous êtes aussi membre du groupe des 10. Vous travaillez sur les marges salariales avec la FEB, avec l'UNISO, avec le Brownbund, avec les syndicats. L'indexation des salaires est annoncée bloquée au-delà de 4 000 euros bruts. C'est une décision du gouvernement. Dans ce cadre-là, quelle peut être la position du groupe des 10 ? Qu'est-ce qui reste comme travail au groupe des 10 ? Alors, le groupe des 10, il peut tout faire. C'est une construction un peu coutumière, il y a très peu de textes légaux qui parlent du groupe des 10. On dit juste que le Conseil central de l'économie donne une indication sur une norme salariale et que cette norme est impérative en fonction de la loi et que nous devons trouver un accord autour de cette norme. Ça, c'est l'élément qui est fondamental et qui est légal par rapport à l'existence du groupe des 10. Le reste, je vous l'ai dit, 41 fois les partenaires sociaux sont cités dans l'Arizona, donc c'est important. L'importance de la concertation sociale, c'est qu'elle traverse le temps. Si vous avez un gouvernement très à gauche, après il est renversé, c'est un gouvernement très à droite, les législations sont modifiées. Ce que les partenaires sociaux construisent au jour le jour, c'est au centre, entre guillemets, et ça traverse le temps. Donc la concertation sociale, elle est importante et vous savez que l'UCM y est fort attaché à tous les niveaux, le G10, mais également le Conseil national du travail, Conseil central de l'économie et dans les régions plus partenaires, c'est le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie aussi. Concrètement, je vois dans votre visage une question subalterne, c'est finalement, est-ce que vous avez encore des choses à faire au G10 sur la norme salariale, alors que la loi dit qu'il n'y a pas de norme salariale et que le gouvernement vous a dit de toute façon l'indexation automatique qui est liée inévitablement, nous proposons un système qui fait ces 4 000 et plus rien au-dessus. Ben voilà, nous prenons acte de ça. C'est vrai que normalement, c'était beaucoup plus une issue des partenaires sociaux plutôt que du gouvernement, mais fondamentalement, je n'ai pas de difficulté avec ça. Pas de difficulté de principe. L'indexation automatique, c'est un beau mécanisme. C'est un des mécanismes qui est salué partout dans le monde, c'est un beau mécanisme. Mais quand la machine s'emballe, c'est un mécanisme qui coûte horriblement cher aux employeurs. Et donc, l'idée chez UCM, dans notre mémorandum, nous avions dit il faut le courage pour remettre le dossier de l'indexation automatique sur la table et en parler.
On n'avait pas donné des pistes, mais on pouvait imaginer un plafond, ce que le gouvernement a proposé. Pour 2 années, ponctuellement. Un étalement dans le temps. Enfin, l'imagination humaine n'a pas de limite pour ça. Ici, on se retrouve avec finalement une imposition de la part du gouvernement qui dit, c'est jusque 4 000 €. OK. Mais le reste, dans un accord interprofessionnel, même si le plat de résistance, c'est la norme salariale et l'indexation automatique, il peut y avoir des entrées, il peut y avoir des desserts, il peut y avoir d'autres sujets. Auparavant, vous parliez aussi de formation, vous parliez de recherche et développement. Est-ce qu'il y a d'autres matières qui pourraient aboutir maintenant sur la table du groupe des 10 et des problématiques qui pourraient être développées par les partenaires sociaux au niveau fédéral ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on doit encore parler, de la modernisation du marché du travail. Aujourd'hui, n'en déplaise aux syndicats, je comprends que c'est une démarche difficile. Aujourd'hui, la relation entre l'employeur et le travailleur, c'est une relation véritablement individuelle. Beaucoup plus dans nos PME, bien évidemment. Vous avez 5 personnes qui travaillent dans une PME, mais vous avez 5 statuts un peu différents. Et ça, c'est pas du collectif en tant que tel, mais c'est un souhait aujourd'hui de flexibilité du marché du travail. Il y a un souhait de flexibilité de l'économie aussi, ouvrir le dimanche, c'est un véritable tabou. Maintenant, la population le demande, c'est aussi important. Donc, vous voyez, il y a toute cette évolution, on peut en parler au groupe des 10. Vous savez, les problèmes de mobilité aussi. C'est quand même important, problème de mobilité. On peut en parler au groupe des 10. Les fins de carrière aussi. En Belgique, on n'est pas les seuls, mais on a un peu laissé de côté le vieillissement de la population et les fins de carrière en tant que telles, que le groupe des 10 puisse continuer à travailler sur ça. Alors je sais que les fins de carrière, le gouvernement a dit c'est terminé, le système dit, entre guillemets, des prépensions, etc. Mais fondamentalement, on devrait pouvoir aborder ces sujets-là. On peut aborder les pensions, on peut aborder la fiscalité. Vous savez, par le passé, le groupe des 10 a demandé à être reçu par le ministre des Finances et nous avons été reçus par le ministre des Finances. Nous avions rencontré le ministre des Pensions. Donc on peut tout faire avec un peu d'imagination. Et aujourd'hui, en 2026, on a des sujets de préoccupation qui vont arriver. Bien sûr, la fin des allocations de chômage à vie, entre guillemets, de façon illimitée. Ça, bien sûr, il faudra évaluer et voir comment on peut apporter notre pierre à l'édifice et améliorer le système. Mais alors, il y a aussi le retour des malades longue durée. C'est probablement un grand sujet qui viendra sur la table de la concertation sociale, avec aussi, et c'est une demande du gouvernement, que l'on puisse aborder une modernisation, on va utiliser des termes assez qui ne vont pas créer de polémique, une modernisation de l'exercice du droit de grève. Je pense que ça, clairement, c'est une demande du gouvernement et on doit apporter une réponse à cela. Oui, le plan PME, parlons de ce plan PME présenté par la ministre Éléonore Simonet, un plan important pour les petites et moyennes entreprises et aussi pour les indépendants. Vous avez été consulté dans l'élaboration de ce plan. Oui, tout à fait. Donc on salue bien sûr le plan de la ministre Simonet. Bien sûr, c'est un plan qui concerne l'ensemble du gouvernement, mais c'est la ministre Simonet qui est la chef d'orchestre, entre guillemets, par rapport à ça. Et chapeau pour le travail qui a été réalisé. Elle a fait vraiment ce qu'on attendait, c'est-à-dire ne pas imposer des choses comme ça qu'elle sortait de son chapeau, pas du tout. Elle a pris la température du terrain via le Conseil supérieur des indépendants et des PME notamment, mais aussi toutes les fédérations, et on a pu exposer vraiment des demandes et elle a synthétisé tout ça et aujourd'hui on a 89 mesures qui sont prises. Je vais utiliser 2 mots, c'est 3 mots, allez. Compétitivité, simplification et résilience. Compétitivité, oui, c'est important. On doit faire grandir nos PME, bien évidemment. On doit les développer, on doit les aider. Simplification, c'est le thème de la simplification administrative, c'est l'accès notamment au marché public, c'est rendre la vie des indépendants et des PME plus facile, les aider finalement à faire ce qu'ils font de mieux ou ce qu'elles font de mieux dans la vie, c'est gérer leur boîte, ça c'est le rôle des dirigeants d'entreprise, éviter les obstacles. Et la résilience, c'est le fait d'accepter un échec,
une difficulté et de pouvoir rebondir et se relancer. Eh bien, ces 3 mots, vous les retrouvez dans les mesures du plan PME et nous sommes effectivement tout à fait derrière la ministre et nous allons appliquer tout ça et c'est une très très bonne chose, bien entendu. C'est important parce que c'est un plan PME, c'est pas un plan indépendant. Bien sûr, les indépendants sont visés aussi, mais c'est un plan PME et ça va vraiment dans la bonne direction. Maintenant, entre guillemets, il n'y a plus qu'à. La balle est un peu dans le camp des entreprises aussi. Bien sûr, le climat économique est un peu difficile, mais fondamentalement, nous attendions ce plan PME et c'est une bonne chose. Oui, des PME qui vont être peut-être confrontées à un peu la contraction du pouvoir d'achat, en quelque sorte, avec la limitation de l'indexation. La Banque nationale évoquait un ralentissement de la consommation des ménages ces prochaines années au profit de l'exportation. C'est le prix à payer pour une amélioration de la compétitivité de l'économie belge. Est-ce que ça ne va pas pénaliser les petits commerçants ? Peut-être. Mais vous savez, derrière ça, il y a aussi une question d'éducation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter une paire de baskets et que vous allez sur une plateforme, ok, vous allez sans doute trouver une paire de baskets moins chère, etc. Si par contre vous dites, mais moi je trouve que c'est intéressant parce que je connais tel commerçant et je vais aller chez tel commerçant, plus il sera de bons conseils, il va pouvoir me dire, voilà, et que vous insufflez ça à vos enfants. En tout cas, pour une partie des achats, peut-être pas pour tout. Allons-y mollo, bien évidemment. Mais fondamentalement, je pense que ça, c'est important. Et c'est ça que nous devons prôner. Nous représentons chez UCM des indépendants et des PME des gens qui ont eu une idée, qui se sont lancés, qui ont créé une entreprise, qui ont engagé des personnes et qui gardent leur centre de décision en Wallonie, à Bruxelles, en Belgique, et qu'ils essayent de faire croître, bien entendu, leur entreprise. Et donc, nous représentons des gens qui font œuvre dans l'économie réelle, qui sont sur le terrain. Ça, c'est important. Alors, en même temps, il faut être moderne. Ces entrepreneurs nous disent, certains, « Ah oui, ok, on va utiliser la plateforme Amazon », parce que ça va nous ouvrir des possibilités de vendre nos produits. Eh bien, ça, c'est une très bonne chose. Mais ça veut dire qu'il faut jouer le jeu aussi. Et si vous allez sur Amazon et que vous achetez des produits locaux, entre guillemets, qui sont mis sur la plateforme, finalement, tout le monde est gagnant. C'est la même chose avec le partenariat Bipost. Bipost a un partenariat avec Temu. On s'est demandé quoi ? C'est une drôle d'idée, etc. Mais manifestement, c'est aussi pour les entreprises. On doit les revoir prochainement pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et est-ce que la taxe de 2 € sur les petits colis en provenance de l'extérieur de l'Union européenne peut aider les commerçants belges ? En théorie, oui, mais 2 €, c'est pas beaucoup. Ça devrait être plus important. Et ensuite, il faut contrôler tout ça. Si les contrôles sont réels, si au niveau européen, on harmonise, puisque cette taxe, elle est reportée, parce qu'on dit on va peut-être faire plus, mais ça doit être fait au niveau européen. Si on l'harmonise, on le fait au niveau européen, et que l'on contrôle réellement, oui, ça sera un plus, bien évidemment. Mais tout ça, ça fait beaucoup de conditions. Oui, un défi pour les autorités en 2026. 2026, c'est l'année du centenaire pour l'Union des classes moyennes. Vous avez 100 ans. Oui, on se porte bien pour 100 ans. Et oui, c'est une grande année, effectivement. Ça fait 100 ans que nous défendons les indépendants et les PME de Wallonie et de Bruxelles. C'est important et donc ça sera l'occasion de fêter cela, bien évidemment. Ça veut dire en fait que c'est un message qui est réfléchi depuis longtemps. On a traversé beaucoup de périodes, beaucoup d'époques, etc. On a chaque fois adapté notre discours et d'une part, on est toujours là, c'est qui est quand même important. Et deuxièmement, on est de plus en plus à représenter 98 ou 99% de l'économie réelle. C'est très clairement ça. Aujourd'hui, vous savez, tous les partis disent mais les pauvres indépendants, on va les aider, les PME. Tout le monde le dit. Il y en a peu qui le font concrètement, mais tout le monde le dit, effectivement, et les méchants, ce sont les multinationales qui se délocalisent, etc. C'est un peu réducteur comme discours. Mais nous avons la fierté de représenter une économie réelle, une économie du terrain, et ça fait 100 ans que ça dure, et pourvu que ça dure encore au moins 100 ans.
C'est ce que nous vous souhaitons. Nous refermons ce podcast sur ces mots. Pierre-Frédéric Mist, merci pour cet entretien. Merci aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un prochain podcast.